identité pour la France? Peut-être on peut commencer par toi, non? Quelle identité pour la France? Furieux celui-là. Tu vas boire un coup et je continue une petite heure là-dessus. Non, je découvre. Je pars juste 3 quarts d'heure. Ça te va là? Alors, quelle Tu vas tenir identité? 3 quarts d'heure? Oh, bah oui, si tu veux. Bon, d'accord. Quelle identité pour la France? Bon. Il va le faire. Alors, ce sont des questions auxquelles on peut s'essayer. Quelqu'un comme Attali a fait carrière comme ça sur la prédiction en disant vous verrez dans 200 ans il va se passer ça. Et comme de toute façon personne n'est là pour dire vérifier, 2 siècles plus tard qu'il s'était trompé, on peut toujours faire de la prédiction. Moi je dis pas trop ça parce que l'histoire n'obéit quand même pas à des règles qui permettraient de dire voilà, on sait comment ça se passe, il y a des causalités et ceci génère cela. C'est pas parce que la misère, la pauvreté, le chômage, etc. ont rendu possible Adolf Hitler que pour autant nous connaissons nous aussi un chômage, misère, pauvreté, etc. On aura aussi l'équivalent d'Adolf Hitler parce que ça peut être aussi Lénine. Donc on peut avoir vraiment tout et le contraire de tout. Ce qu'on peut juste savoir, enfin, ça c'est mon hypothèse, et j'aurais jamais autant parlé d'un livre qui n'est pas encore paru, mais je veux dire, je fais paraître, comme tu le sais, un livre qui s'appelle Décadence en janvier, et je pense vraiment que nous sommes dans une période de décadence. Alors j'ai vu que M. Duhamel estime que je suis décadentiste, comme quelques autres. Alors après, on fait un paquet, quoi. Finkielkraut, Zemmour, on ferait décadentiste. Et je trouve toujours étonnant qu'on puisse dire de quelqu'un qui analyse la décadence qu'il est un décadentiste. C'est comme si on disait d'un cancérologue qui annonce son cancer à quelqu'un qu'il est cancéreux, le médecin et le cancérologue. Non, on fait un diagnostic. Et après, on peut me reprendre sur ce diagnostic en disant non, vous avez tort, ou vous avez raison, ou peut-être auriez-vous raison si telle chose vous donnait raison et on ne l'a pas encore vu advenir. Ce que je dis simplement, c'est que les journalistes, et tu sais bien, tu étais un grand journaliste français, travaillent dans l'instant, dans l'immédiat, qu'un clou chasse l'autre, qu'on fait une couverture, puis on refait une couverture, puis on fait une couverture, puis voilà, quoi, l'histoire elle passe. Et que les chaînes de télévision en information continue ont quand même massacré le travail. C'est-à-dire il y a en permanence des chaînes qui nous disent ce qui a lieu et ce qui a lieu n'est pas commenté. C'est-à-dire on a de l'image et la chaîne de télévision nous commente l'image. Eh bien nous sommes sur les lieux de l'incendie et nous voyons arriver les pompiers qui vont rentrer dans le périmètre de sécurité, etc. Et pendant que la personne parle, journaliste, eh bien on a derrière les pompiers qui arrivent et qui rentrent dans le périmètre de sécurité. C'est-à-dire qu'en gros, on fait du ton sur ton. On nous dit ce qui a lieu, on nous le raconte et ça tourne en boucle. Et je pense qu'on est prisonnier d'un instant qui nous rend difficile la réflexion sur la longue durée. Et la longue durée, c'est Brodel. Et on ne fait plus d'histoire aujourd'hui. C'est terminé. L'histoire est fasciste, l'histoire est réactionnaire. Depuis mai 68, la chronologie, l'histoire, tout ça, c'est à mettre de côté. On est dans le concept et on est dans l'idéologie. Moi, je pense qu'il faut faire de l'histoire, évidemment, d'une part. D'ailleurs, d'abord pour éviter que on commette à nouveau les bêtises qui ont déjà été commises, mais ça n'a pas l'air de fonctionner très bien, l'histoire, dans nos temps ou dans nos époques. Et ensuite, pour qu'on puisse pouvoir comprendre ce qui a lieu et ce qui advient. Et les grandes durées de Brodel, c'est un millénaire ou 2 millénaires. Et les journalistes ne font pas ça, les historiens le font. C'est-à-dire qu'on peut très bien penser la question du que va-t-il advenir au XXIe siècle, mais si on fait ça, il faut à mon avis qu'on se demande quel était le premier siècle de ce XXIe siècle. Parce que partout sur la planète, on ne compte pas comme ça. Le fameux compute du XXIe siècle, c'est un compute judéo-chrétien. Et on peut l'adopter si on est confucéen, si on est musulman, mais les musulmans comptent à partir de l'hégire. Et nous, on est dans une configuration qui a 20 siècles. Et je pense que quand on fait l'histoire de cette civilisation, il y a juste un moment donné, et c'est le point de la décadence pour moi, où la foi ne suffit plus et il faut recourir à la raison. Et ce n'est pas la Révolution française ou ce n'est pas mai 68, au contraire de Zemmour ou de Finkielkraut qui, eux, vont chercher ça dans des événements assez récents et dans des logiques un peu réactionnaires, du genre revenons à un état passé, et qui est un passé pas si lointain, qui a une 50aine d'années. Moi, je pense que c'est fini parce que depuis que la raison a été nécessaire pour que la foi soit, c'est-à-dire à partir de la scolastique, 12e siècle, on a la Renaissance, puis on a la pensée des Lumières, puis on a la Révolution française, etc. Et c'est un début de descente qui fait que notre civilisation s'en va. C'est-à-dire que notre 21e siècle, pour répondre à cette question-là, ne sera pas occidental, ne sera pas judéo-chrétien. Pour moi, c'est fini. Je pense qu'il y a des périodes de tuilage. On ne peut pas dire dans 50 ans, dans 100 ans, dans 150 ans, on voit bien comment la chute de l'Empire romain s'effectue, mais on voit bien aussi comment, au début du IVe siècle, Constantin
fait de telle sorte qu'il y ait un empire chrétien. Et la civilisation, elle est susceptible d'être datée là. Un jour, peut-être, on pourra dater Ben Laden, la création de l'État islamique, l'égorgement du père Hamel, j'en sais rien, parce que ce sont des événements trop proches. Mais ce que je peux dire, et pour te laisser la parole, c'est que le XXIe siècle, à mon avis, sera le siècle de l'effacement de l'Occident, de l'effacement du judéo-christianisme, et de l'avènement d'une autre civilisation. Je ne sais pas encore laquelle, mais moi je crois à Huntington, qui a raison de dire qu'il y a un choc des civilisations. Les civilisations sont construites sur des textes sacrés. Et Huntington a raison de dire qu'il y a une civilisation du Talmud, une civilisation de l'Ancien Testament, une civilisation du Pentateuque, une civilisation du Nouveau Testament, une civilisation du Coran, mais aussi de la Bhagavad Gita avant, des lois de Manu, ce genre de choses. Et que nous allons vers la disparition de notre civilisation. Alors ça ne veut pas dire qu'on va mourir, ça veut dire juste qu'on ne sera plus décideur, on ne sera plus prescripteur. Et on voit déjà aujourd'hui qu'on ne l'est plus, que nos romans, tu es romancier, je suis philosophe, nos œuvres philosophiques, nos œuvres esthétiques ne comptent pour rien, ne s'inscriront pas dans la grande tradition de l'Occident parce que je crois que c'est fini. Alors bon, je crois savoir que toi tu n'es pas sur des options que je dirais tragiques et pas pessimistes. Je suis absolument d'accord avec tout ce que tu viens de dire, à quelques réserves près. Alors je vais insister évidemment sur ces réserves. Je suis d'accord parce qu'évidemment, la décadence, elle a commencé il y a déjà longtemps, parce que des textes comme ceux que tu cites, il y en a depuis tellement longtemps. Ça a commencé déjà dès le 19e siècle. Et si tu regardes, par exemple, tu relis, moi j'adore relire aujourd'hui Bernanos. Tu relis Bernanos, c'est d'une actualité brûlante. Et lui, il te parle de quoi? Il te parle que de décadence. Et bien avant, enfin, on ne va pas citer tous les auteurs qui ont parlé de décadence, mais c'est quelque chose qui était déjà, qu'on ressentait très profondément avec Huysmans, que Houellebecq a fait connaître, mais qui nous racontait ça à la fin du 19e siècle, au moment du passage. Donc ça, je crois que c'est une donnée profonde. Et ce que tu dis sur l'évolution, évidemment, de l'Occident, qui va être... Oui, une sorte de spectateur maintenant pour les siècles à venir, je pense, et au détriment certainement de la civilisation asiatique. Est-ce que ce sera l'Inde, la Chine, les deux ensemble? Je ne sais pas, mais on voit très bien que tout se passe aujourd'hui de l'autre côté de la planète, c'est clair. Et nous, on est là, bon, on s'agite encore, on essaie de bouger, mais c'est clair que... Moi, je suis absolument d'accord avec cette analyse. Bon, à ceci près, la France là-dedans. Parce que quand on regarde cette espèce de déclin de l'Occident, dont on parle, et puis c'est déjà un titre très, très connu, déjà du XXe siècle, du début du XXe siècle, le déclin d'Occident qui a commencé donc déjà il y a si longtemps, c'est vrai qu'on a l'impression que le pays le plus atteint, le plus malade de tous, c'est la France. Et là, c'est un peu angoissant, surtout avant des échéances électorales. C'est un peu angoissant, surtout qu'on ne comprend pas très bien pourquoi, comment on en est arrivé là. Moi, tu vois, quand tu titres décadence, bah oui, décadence de l'Occident, mais c'est tellement évident. Mais elle est là, elle est partout. Et ça commence, le verre est déjà dans le fruit aux États-Unis, et puis en Allemagne. Enfin, on le sent. On a aujourd'hui une civilisation qui ne croit plus en elle, qui ne s'aime pas, qui a perdu complètement le sens du sacré. Enfin, donc évidemment, là, on est en train de s'en aller peu à peu. Ce que tu dis sur Huntington, bien entendu, on est d'accord sur le choc des civilisations. Fallait être stupide comme peut l'être un journaliste français pour nous expliquer qu'il n'y avait pas de choc des civilisations. Il y a un choc des civilisations, c'était fini. Bon, dès qu'on a eu fini avec le communisme, eh ben, on redécouvrait la religion et puis les grandes permanences ou les immanences des différentes civilisations. Alors la France. C'est vrai que c'est particulièrement préoccupant parce qu'on a l'impression que nous vivons ça de manière tragique sans essayer d'y remédier. Parce qu'il y a quelque chose évidemment qui accélère la glissade, c'est l'économie. Moi, je pense que l'économie, c'est très fort. Contrairement à toi, on en parle souvent. Moi, je suis libéral. Je pense que ce sont les meilleures solutions et que c'est ça qui fait avancer le monde. C'est-à-dire, c'est pas en se repliant. Le protectionnisme, l'histoire économique nous a démontré que c'était toujours une catastrophe à l'arrivée. C'est-à-dire, on se retrouvait beaucoup plus bas qu'avant. Nous, on a pris toutes les mauvaises solutions. C'est-à-dire, on est de moins en moins libéraux. On ne peut plus dire qu'on est un pays libéral, du tout, puisqu'on a 57% de dépenses publiques par rapport au produit intérieur brut. Moi, je dirais, on est presque un pays communiste. C'est du communisme mou, c'est pas un communisme policier, mais enfin, c'est l'État est partout, présent partout. Là, on a évidemment énormément de chefs d'entreprise. Ils le savent très bien, ils le vivent tous les jours dans leur chair. C'est l'État. Ce ne sont pas eux qui font la France. C'est l'État qui décide tout, 57% de dépenses publiques. On a un niveau de redistribution complètement dingue. Donc, il y a des solutions, et je pense qu'elles sont principalement économiques, parce que tu as raison, tu dis la culture. La culture, mais enfin, il faut voir aussi l'énergie. C'est tous ces gens qui vont en Chine, qui reviennent de Chine,
ces dernières années. C'était il y a longtemps, mais aujourd'hui, tu vois très bien, il y a le phénomène qu'il y avait autrefois quand on allait aux États-Unis, qu'on avait l'America's Blues. Aujourd'hui, les gens disent ils ont le China Blues parce qu'il y a l'énergie, parce qu'il y a l'optimisme, parce qu'il y a le travail. On ressent la même chose en Inde, il ne faut pas se raconter d'histoire. Et puis en Indonésie, dans d'autres pays tout autour. Donc il y a une espèce de vie incroyable que nous n'avons plus ici. Alors, l'identité française, là, pour répondre à la question, moi, je dirais que j'ai toujours envie de revenir, ce que tu disais sur l'histoire est très juste, et je veux toujours revenir un peu aux bases de l'histoire. C'est quoi l'identité française? Non, c'est vachement facile. Vous avez un livre merveilleux qui s'appelle L'Histoire de France, de Jacques Bainville, qui est un maurassien. Hein, c'est l'Action française, c'était une des principales figures de l'Action française avec Maurras. Bon, à ceci près qu'il n'a pas donné dans l'antisémitisme, c'était quelqu'un de prudent, qui prenait toujours un peu de hauteur et qui voyait les choses de très haut. Il a écrit une histoire de France en 300 pages que je trouve absolument merveilleuse. Bon, il y a beaucoup d'anachronismes et puis surtout, il y a une espèce de germanophobie qui est liée évidemment à l'après 1870. Enfin, il écrit dans cette période quand même du XXe siècle, pardon, où on est obsédé par l'Allemagne et il voit toute l'histoire à travers ce prisme-là. Donc ça, faut oublier ça. Mais il y a ce début qui est incroyable où il parle de la France comme de quelque chose de très particulier, et c'est vrai. C'est quand on compare aux autres pays. L'Allemagne, c'est une terre que les peuplades autrefois traversaient. Et c'est vrai que nous sommes à un isthme, nous sommes arrivés, après c'est fini, on ne peut plus bouger. Ce qui fait que, comme il le dit très bien, la France est un composite. C'est-à-dire c'est un pays qui est composé de différents peuples, et finalement, par une sorte de miracle, des pouvoirs royaux, autoritaires et très très forts, un État jacobin qui s'est installé, des républiques fortes, tout ça a réussi à se mixer. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui, si cette décadence, qui n'est pas nouvelle, mais qui va continuer, qui arrivera forcément à son terme, si on la vit beaucoup plus mal en France qu'ailleurs, c'est peut-être que notre système qui fonctionnait si bien c'est complètement désagrégé. Et là, tu as évidemment tout ce que tu dis sur l'histoire, mais c'est une honte totale. C'est-à-dire le fait on a oublié complètement le roman national. Mais tout ça procède d'ailleurs accélère notre propre décadence. Il n'y a plus l'idée que voilà, on a été un pays qui a dit des choses au monde, qui a lancé des grandes idées. Je ne vais pas revenir sur nos querelles sur le libéralisme. Enfin, le libéralisme, tout le monde oublie toujours, c'est une idée française. D'ailleurs, c'est une idée de gauche au départ. C'est avant la chute de la monarchie. Au départ, c'est le libéralisme politique. Et puis après, bon, dans la foulée, c'est devenu le libéralisme économique. Mais enfin bon. Et le refus de l'histoire, le refus de regarder le passé qu'on nous décrit comme quelque chose d'horrible, parce que on a été occupants, on a été à la solde des occupants, ce qui était un peu vrai d'ailleurs dans les années 40, mais pas seulement. Il y avait toute une autre. Et on a complètement oublié, on a été un affreux peuple colonisateur, enfin tout ce que... faut regarder l'histoire, il faut voir comment on apprend l'histoire, il faut voir aussi comment les enfants apprennent l'économie. Moi, ça me fascine, j'ai des enfants encore jeunes. Chaque génération, c'est toujours la même chose, les mêmes conneries sur notre système qui est épouvantable. C'est-à-dire, vous avez aujourd'hui notre grand problème et qui accélère des décadences, et je te rends après, en fait, je crois que c'est vraiment le gros problème français, c'est la haine de soi. Je pense qu'on est arrivé au bout du bout à cause de la haine de soi. Il n'y a personne aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit ce qui se passe dans la prochaine campagne. Il y a une espèce d'angoisse, de peur qui va d'ailleurs spontanément vers un réflexe de rassemblement. Les gens ont peur. Ils se disent mais comment ça va finir? Ça va finir en guerre civile? Ça va finir comment cette histoire? Donc si ça finit en guerre civile, ça accélérera encore le phénomène que tu décris, parce que ce phénomène-là, moi je ne le nie pas du tout. Moi je suis fondamentalement optimiste, mais attends, franchement, quand on était au sommet, on avait des raisons d'être optimiste, mais maintenant qu'on dégringole, on peut aussi être optimiste. Il y avait des optimistes en Chine. Aujourd'hui, il y a plein d'optimistes en Afrique, parce que je te parlais de la Chine et de l'Inde, mais c'est vrai qu'il y a un phénomène qui est un peu occulté en ce moment par la baisse de la croissance mondiale, qui est quand même tombée à 3% l'année dernière, et puis cette année, ce sera peut-être encore un peu plus bas. Mais l'Afrique, c'est absolument extraordinaire. C'est le modèle chinois exactement tel qu'on l'a vu, c'est-à-dire une démographie extrêmement forte, une espèce de redécouverte de l'économie où finalement ils vont directement à l'économie numérique puisqu'il n'y avait rien avant, et d'une certaine manière ça accélère le phénomène.
et avec un continent qui, disons, il y a 2-3 ans, était à 6% de croissance. C'est tombé parce que dans les matières premières ont baissé, tout ça, ça va un petit peu moins bien, mais de toute façon, ça reprendra. Il y a là une énergie aussi qui fait que, est-ce que le 21e siècle il sera certainement pas judéo-chrétien, mais il sera peut-être chinois, il sera peut-être indien, il sera peut-être africain. Mais c'est clair qu'il ne sera pas judéo-chrétien, je suis d'accord avec toi. Alors, sur le libéralisme, tu as raison d'aller chercher des sources. Il faut faire toujours le travail nietzschéen, le travail de généalogie. Ça vient d'où, le libéralisme? Et voir comment ça fonctionne. Et il y a dans le libéralisme une option qui est restée la tienne et qui est une option déiste. C'est-à-dire que le libéralisme, alors tu as raison de dire que c'est d'abord une option de gauche, une option anti-monarchiste, ou anti-monarchie absolue. Il s'agit voilà, parce qu'il s'agit pour eux plutôt de constituer une monarchie constitutionnelle. C'est Mirabeau, en gros, d'ailleurs. C'est ça. Et avant ça, les physiocrates, qui sont juste des gens qui disent il faudrait qu'on puisse laisser la main invisible, cette fameuse main invisible, et laisser une liberté totale, mais aussi une liberté de la presse, une liberté de l'éducation, une liberté d'édition, de pensée, de réflexion. C'est ça aussi qui se joue dans le libéralisme à cette époque-là. C'est laissez-nous la liberté en tout, y compris le laisser faire et le laisser passer. Je ne suis pas contre ça. D'une certaine manière, le libertaire que je suis n'est pas contre ce libéralisme-là, si le libéralisme, c'est ça. À quoi il faut ajouter qu'économiquement, on a estimé qu'il fallait laisser faire parce qu'il y avait une main invisible, cette fameuse main invisible, qui allait proposer ce que les médecins appellent l'homéostasie, c'est-à-dire une espèce d'équilibre de l'ensemble. C'est-à-dire on trouve tout seul un équilibre d'ensemble. Laissez faire et vous verrez que vous obtiendrez un équilibre. Marx fait la démonstration, je ne suis pas marxiste, mais que finalement le libéralisme, il produit pas une homéostasie, mais il produit la paupérisation. C'est-à-dire de plus en plus de pauvres qui sont de plus en plus pauvres et de moins en moins de riches qui sont de plus en plus riches. Et je vois juste comment les choses fonctionnent. C'est-à-dire qu'il suffit juste de regarder le réel et de se dire que dès qu'on laisse faire, c'est comme ça que ça se passe. Non, parce qu'il n'y a aucun libéralisme qui laisse faire. Il y aura toujours derrière la voiture balai, il y aura toujours la solidarité. Une société qui n'est pas capable de faire preuve de solidarité est une société qui a la mort en soi, qui finira par mourir d'ailleurs. C'est pas possible. C'est impossible. Il n'y a pas de libéralisme donc sans solidarité. Enfin, je suis désolé de t'interrompre. Non, mais c'est comme ça que font les libéraux toujours. Et donc, par exemple, prenons l'exemple de la presse. Si vraiment le libéralisme était pratiqué dans la presse, il n'y aurait pratiquement plus de journaux. Je sais bien combien vous avez le point de tous les ans de l'État. 10 millions d'euros le Figaro, 10 millions d'euros Le Monde. En gros, c'est à peu près ça. Le point, quand j'y étais, je ne sais plus aujourd'hui, franchement, mais je refusais toutes les aides, sauf l'aide postale. Oui. Pourquoi je prenais l'aide postale? L'aide postale est importante. Non, mais tu sais la raison? Attends, il y a eu une réunion c'était ma dernière sortie d'ailleurs comme patron. Moi, j'ai quitté la direction opérationnelle du Point, la direction tout court en 2014. En janvier, on est allé voir le président de la République parce que ça n'allait pas du tout. Et il s'est foutu de ma gueule. Je me souviens, il m'a regardé, il m'a dit je vois ici des gens qui viennent demander de l'argent alors qu'ils sont contre la hausse des dépenses publiques. C'est marrant, oui, etc. C'est Hollande qui dit ça? Oui. Il m'est sympathique, ce garçon. Oui, il me dit ça, il est extrêmement grinçant. Il ne serait pas de gauche, ce type? Et il ne l'a pas dit gentiment, d'ailleurs. Il l'a dit avec beaucoup de... Bon. Et moi, je lui ai dit... comment dire? Il a écouté, d'ailleurs. Il était un peu surpris. Mais il a pu vérifier, il sait que c'est vrai. Je lui ai dit, écoute, nous, on vient te demander de l'argent pour une raison très simple. C'est que la Poste en France, bon, c'est peut-être lié au fait qu'il y a 2 fois plus de salariés de la Poste par habitant en France qu'en Allemagne, mais tu sais que c'est 2 fois plus élevé qu'en Allemagne. Donc le jour où on aura droit à utiliser la Poste allemande en France, il n'y aura effectivement aucun problème parce qu'on n'aura pas besoin... Mais là, on est condamné, parce que c'est la loi, on est obligé d'utiliser la Poste française parce que justement, on n'est pas dans un système libéral dans la Poste, on est obligé d'utiliser la Poste française qui coûte 2 fois plus cher qu'en Allemagne et beaucoup plus cher que dans la plupart des pays européens. Voilà, c'est ça la vérité. Donc si tu veux, dans ces aides, il y a des aides justifiées, c'est-à-dire c'est une façon pour l'État également de subventionner la Poste, bien entendu, mais c'est un système atroce et ridicule. Tu vois bien que tu es protectionniste. Et tu as bien non, raison. Pas du tout, je suis libéral là. Oui. Je suis libéral, c'est-à-dire, en vérité, je serais pour l'utilisation de la Poste allemande qui ferait baisser les prix de la Poste française et du coup, on aurait un système un petit peu plus vivant. Un vrai libéral dirait
On n'a pas Je ne suis pas un vrai libéral. Il n'y a pas de vrais libéraux. Oui, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire quand ça les arrange, ils sont libéraux, et quand ça les arrange pas, ils demandent l'aide de l'État. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et l'État, c'est nous, et c'est souvent d'ailleurs les plus modestes qui paient. Parce que les autres ont les moyens d'échapper. Non, je vois bien comment on optimise aujourd'hui fiscalement, comme on dit, pour ne pas dire tromper le fisc. Donc je voudrais juste pouvoir continuer sur ce propos. Je constate que si vraiment tous les journaux libéraux refusaient les aides de l'État, ils disparaîtraient immédiatement. Les journaux n'existent que subventionnés. Le journal français, le quotidien le plus subventionné au numéro, c'est l'Humanité. Donc il y a juste un moment donné où moi je veux bien du libéralisme, mais à ce moment-là je veux bien qu'on en ait les avantages, pas seulement les inconvénients. Et qu'effectivement on nous fasse le coup la liberté d'entreprendre, mais pour le coup quand ça ne marche pas, on n'appelle pas l'État quand on dit ça ne marche pas, aidez-nous. Parce que, effectivement. Oui, mais excuse-moi, tu n'as pas répondu sur la Poste. D'ailleurs, là, j'avais bouché un coin au président de la République. Non, parce que, oui, il ne m'a pas répondu. Il était quoi, comme on dit? Toi aussi, tu es quoi? Non, pas du tout. Parce que moi, je te dis juste, tu refuses l'argent et le point disparaît. Et comme ça, tu as le droit d'être libéral. Hein, parce que tu es cohérent. Simplement, il y a un moment donné où il ne faut pas. Mais où t'écris alors si tu n'as plus le point? Tu n'as plus de journaux, là? Oui, c'est vrai, tu as raison. Donc, je suis pour les subventions de l'État, tu as raison. Mais comme j'étais pour avant, donc ça ne me gêne pas. Mais je dis juste que c'est la cohérence qui m'intéresse. Parce que tous ces gens qui font l'éloge du libéralisme disent le libéralisme pour nous, mais pas pour les autres. Et si vraiment, pour le coup, les libertariens m'intéressent aux États-Unis, parce qu'eux, ils vont vraiment très loin, en disant, mais on peut même inventer la monnaie, on peut même solliciter les milices privées contre la police et contre l'armée, la gendarmerie ou ce genre de choses. Et pourquoi il y a des écolos en France qui inventent la monnaie? Ça marche très bien, d'ailleurs. Ça marchait. Hervé Morin, président de la région Normandie, a le projet d'inventer une monnaie normande. Et je ne suis pas contre, ça me paraît extrêmement intéressant. Le libertaire que je suis, il trouve son intérêt. Donc je reviens au 18e où nous étions, parce qu'effectivement, il y a toujours cette pensée déiste. Le théiste est celui qui dit Dieu existe et il décide de tout. Et s'il y a un enfant qui meurt, on ne comprend pas pourquoi il meurt, mais le théiste dira toujours Dieu a ses raisons. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Le déiste dit non, Dieu existe, mais il ne s'occupe pas du détail des choses. Eh bien, il y a quelque chose de ça chez les libéraux qui nous disent la main invisible, c'est quelque chose comme Dieu qui s'occuperait encore des choses. Dieu va bien faire les choses. Laissez faire le marché et vous verrez qu'il y aura la prospérité. Cette fameuse fable des abeilles que tu connais bien, de Mandeville, qui nous dit que les vices privés font les vertus publiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir changer les hommes sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire cupides, méchants, envieux, jaloux, et que ça fait effectivement la loi du monde. C'est une évidence, à 15 ans on ne le sait pas, si 40 ans plus tard on ne le sait pas, c'est qu'on n'a rien compris de la vie. Mais effectivement, le libéral nous dit, laissez faire tout ça, parce que finalement, si vous êtes vertueux, ça ne marchera pas. Et il dit, imaginez qu'il n'y ait plus de vices, il n'y a plus de prison. Il n'y a plus de gardiens de prison, il n'y a plus de gens qui construisent les prisons, les maçons vont perdre leur emploi, et puis les gens qui sont dans l'administration pénitentiaire aussi, et puis. Et il nous dit, vous voyez, finalement, on a besoin du vice, on a besoin du luxe. Vous voulez supprimer le luxe, mais comment vont travailler les couturières, et puis les gens qui font du tissu, et puis les gens qui vendent les vêtements, et puis les gens qui, etc. Et il passe en revue la totalité des vices en disant, laissez faire les vices, ça débouche toujours sur des vertus. Laissez faire la liberté, ça débouche toujours sur l'économie, sur l'harmonie. J'avais fait un cours important, enfin quand je dis important, en longueur, sur Bentham. Et Bentham est l'un des penseurs du libéralisme. Et il y a deux Bentham. Il y a un Bentham qui est ultra-libéral et qui dit « laissez-nous faire ». Et puis il y a un Bentham qu'on connaît un petit peu plus en France, qui est celui du panoptique, de la fameuse prison, parce que 75, je crois, Foucault avait fait paraître Surveiller et punir, et il faisait une analyse un peu longue de Bentham, un peu fautive d'ailleurs, parce que cette prison, elle améliorait les conditions d'incarcération par rapport à l'époque. Mais je me disais, tiens, c'est quand même un paradoxe que quelqu'un qui nous dise laissez faire à l'économie libérale, et on fera disparaître la pauvreté, et qui en même temps met en prison les pauvres. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de penser l'incarcération des pauvres? Parce qu'effectivement, c'est le reliquat du libéralisme. Le libéralisme, ça devrait marcher, mais finalement, ça ne marche pas. Ça crée des pauvres, ça crée des criminels, ça crée des gens dangereux, et il faut les écarter de la société et les mettre dans un panoptique où effectivement ils seront chauffés, nourris, logés, ce sera propre, et on nous explique qu'effectivement l'architecture sera faite pour le bienfait du prisonnier, ce qui n'est pas plus mal quand on avait les culs de basse-fosse précédemment. Mais je dis, tiens, c'est quand même très étonnant que le libéral ne voit pas qu'il y a un problème dans sa pensée, puisque justement, elle est censée générer le bonheur du plus grand nombre, le plus grand bonheur du plus grand nombre, dit même Bentham, et qu'on voit que ça ne fait pas ça, ça produit ce que j'appelais la paupérisation, c'est-à-dire ça génère le bonheur de quelques-uns, et qui sont minoritaires, et le malheur de beaucoup, qui sont le plus grand nombre. Et pan. Oui, mais
Pas d'accord. Oui, parce que c'est une... Comment tu vas me parler de la poste allemande. Non, mais tu parles d'un libéralisme, je dirais, embryonnaire. Le libéralisme, c'est pas ça. Même si tu regardes le grand pape de ce qu'on appelle l'ultralibéralisme dans les médias, hein, c'est toujours... Parce que libéral, c'est une insulte. Vous êtes libéral, c'est affreux. Et en plus, ultralibéral, on en rajoute encore un peu. Et si tu regardes, par exemple, de près, les théories de Milton Friedman, très intéressant, parce qu'il est très proche de que tu aimes, c'est-à-dire le libertarisme. C'est libéral libertarien, quand même très libertarien. Bon, peut-être un petit peu trop sur la drogue, hein, parce qu'il dit voilà, on va arrêter tout ça, on va vider les prisons, on arrête. Là, le trafic de drogue est autorisé et tout l'argent qu'on dépense bêtement pour enfermer les délinquants, on va l'utiliser pour aider les gens à sortir de la drogue. C'est-à-dire des hôpitaux, des services pour justement empêcher ça, mais faire en sorte aussi qu'elle soit légale. Donc les gens, ils peuvent essayer, et puis après c'est à l'État d'aider. Donc il veut un État fort. Il veut un État fort, il veut un État régalien sur plein de sujets. Donc tu vois, et c'est celui qu'on appelle le pape de l'ultralibéralisme. Et il veut un État fort, il veut un État qui... Mais simplement, c'est vrai qu'il ne veut pas un État qui intervienne sur le plan économique, à ceci près. Évidemment contre les monopoles, puisque de toute façon, si tu laisses faire la main invisible, à l'arrivée, il va y avoir des monopoles et des ententes. Et les gens vont s'arranger sur le dos des consommateurs, que ce soit sur le plan du téléphone, enfin surtout là où il y a de l'argent à se faire, très vite, à 3, 4 monopoles, 2, 3 monopoles qui vont s'installer, qui vont, se partager le marché, puisque c'est comme ça que ça marche. Donc, il faut empêcher ça. Mais surtout aussi, il faut empêcher la pauvreté, parce que la pauvreté augmente. D'abord, dans le monde, tu sais, la pauvreté n'augmente pas, au contraire, puisque ça aussi, on entend dire sans arrêt, il y a de plus en plus de pauvres. Il y a un intellectuel français, économiste un peu entre guillemets, qui s'appelle Thomas Piketty. Enfin, il a fait des études quand même, on ne peut pas dire qu'il ne soit pas économiste, mais il a écrit un livre qui a très bien marché aux États-Unis, parce qu'il y a une réserve de marxistes et de communistes encore, un des seuls endroits au monde où il y en a encore, je crois que c'est en France, oui, on en voit encore un peu, et pas mal aux États-Unis, surtout dans les universités. Et il a eu un gros succès, ce Thomas Piketty, sur le thème de l'augmentation des inégalités. Un livre d'ailleurs formidable qui démontre effectivement que les inégalités ont considérablement augmenté dans le monde au cours des dernières décennies. Ça, je ne conteste pas du tout, et c'est un scandale, il faut remédier à ça, bien entendu. Mais il oublie l'essentiel, c'est que si les inégalités ont augmenté, c'est parce qu'il y a une croissance absolument considérable au cours des dernières années, due à cet affreux libéralisme qu'il condamne par ailleurs. Puisque des pays comme des continents comme l'Afrique ont découvert la croissance, des pays comme l'Indonésie ont commencé à décoller, et beaucoup d'autres, enfin on ne va pas les citer tous, la liste est absolument considérable. Donc quand on dit effectivement les inégalités augmentent, je suis d'accord, il ne faut jamais oublier de dire qu'elles augmentent à cause du libéralisme, à cause de la mondialisation, mais on est d'accord là-dessus, mais en même temps il y a une croissance, et c'est un chiffre évidemment qui n'a même pas été cité dans le bouquin de Piketty qui faisait 1000 pages, parce que ça doit le gêner, ça ne va pas dans son sens, évidemment, parce que ça ne va pas dans son sens. C'est quelque chose qu'il ne faut absolument jamais dire. Mais il y a eu une croissance très forte au cours des dernières décennies qui a profité à des continents qui étaient en voie de développement et qui sont en train de sortir de tout ça. Je veux dire, l'Afrique a eu jusqu'à il y a peu de temps, c'était une croissance de 6%, avec des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana, avec une croissance qui était parfois de chiffres, ou pour le Ghana, ou un seul chiffre, mais genre de 8-9% en Côte d'Ivoire. Et vous savez, sur 5, 6, 7 ans, ça fait beaucoup. Il n'y a qu'en France qu'on entend toujours le même truc, ils viennent de bas. Bah oui, ils disaient ça aussi, les mêmes connards, à propos de la Chine. Hein. Ils viennent de bas, ils sont très bas. Vous voyez, au bout d'un certain temps, quand on progresse comme ça pendant des années et des années, on finit par arriver très haut. Et alors, pour terminer sur Milton Friedman, lui, il veut corriger le système aussi. Et il propose un système tout à fait intéressant, alors qu'il plaît à la fois aux libéraux, parce qu'il simplifie tout, et puis à l'ultra-gauche, c'est le système, moi j'ai toujours été partisan de ça, de ce qu'on appelle le revenu universel. Hein, ou lui, il appelle ça d'ailleurs l'impôt négatif. C'est-à-dire une espèce de base pour tout le monde a ça. D'ailleurs, pour Milton Friedman, riche ou pauvre, tout le monde a cette espèce de petite base. Voilà, c'est un revenu auquel vous avez le droit
toute votre vie. De toute façon, vous payez assez d'impôts. Et puis, ce qui fait que une personne qui est dans le besoin, de toute façon, elle aura toujours une espèce de pécule avec lequel elle pourra vivre. Voilà. Donc, si tu veux, le libéralisme absolu, avec l'idée de la main invisible, je ne conteste pas, parce que ce sont les écrits du 19e siècle, mais quand même, je pense que le libéralisme, depuis, a beaucoup, beaucoup évolué. Et tout le monde voit bien, tout le monde sait bien qu'il n'y a pas de société sans solidarité. Enfin, c'est absurde. Et c'est vrai que ce n'était pas dans l'idée de départ de nos chers Bentham et compagnie, quoi, c'est clair. Oui, mais la solidarité, ça s'organise, c'est pas naturel. Enfin, juste 2 mots sur cette question de la croissance. Je pense que tu as raison, les faits sont incontestables. Il y a une croissance dans un certain nombre de pays qui permet... Et attends, globalement, c'est toujours très important. Ça, c'est un chiffre inouï quand même. En 1990, 36% de la population mondiale était au-dessous du seuil de pauvreté. Aujourd'hui, on est à moins de 10%. C'est-à-dire le nombre de pauvres diminue. Et d'ailleurs, on a perdu 1 milliard de personnes qui étaient en état d'extrême pauvreté et qui sont passées à l'état de pauvreté. Alors, l'état d'extrême pauvreté, c'est pas terrible, c'est vrai, c'est de l'ordre des revenus quotidiens de l'ordre de $2, quoi, pas plus. Hein. Ça fait pas beaucoup pour vivre. Hein. Je suis d'accord là-dessus, mais c'est pas. Le sujet, c'est quand même que on en sort peu à peu. Ça sort, ça va dans la bonne direction. Alors, moi, je crois que les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut, et que si on prend le salaire de la personne la plus riche de France et l'absence de salaire du dernier des Français, et qu'on fait le total, qu'on divise par 2, on dit voilà, revenu moyen des Français égale à tant. Ça veut rien dire. On sait bien que ça ne se passe pas comme ça. Et qu'effectivement, quand il y a des croissances dans des pays, les croissances ne sont efficaces que pour les riches, que pour les gens qui sont déjà riches. Donc ça entraîne le phénomène, ou ça le nourrit. Si ça ne l'entraîne pas, ça le nourrit. Le phénomène de paupérisation. C'est-à-dire, si les pauvres sont de plus en plus pauvres, de plus en plus nombreux, il y a effectivement une classe de riches et qui, elle, est de moins en moins importante, mais de plus en plus riche aussi. On voit bien quand même partout sur la planète comment se sont constitués un certain nombre de mafias. Les mafias africaines, avec la politique française, la France-Afrique depuis des années. Ça continue encore avec Hollande, mais on pille ces pays-là. On entretient des dictateurs sur place parce qu'ils donnent de l'argent pour les campagnes présidentielles et pour les menus frais, les menus plaisirs des grands de ce monde. Et puis, ils affament complètement leur pays. Donc, bien sûr qu'il y a des riches en Afrique, mais qu'il y a des pauvres aussi. Et que les riches s'enrichissent quand ils sont riches, parce qu'ils en ont le pouvoir et que le libéralisme leur permet. Donc, moi, je vois bien qu'effectivement, ça s'améliore pour un certain nombre de pays, mais pas pour le citoyen de base, le misérable, le miséreux. Ouais. C'est pas parce que... Enfin, il y a quand même des chiffres, là, tout ça, c'est des études de la Banque mondiale qui, quand tu regardes les courbes, sont juste hallucinantes. Justement, la Banque mondiale, tant c'est dirigé tout ça par des pays on appelait ça autrefois le tiers-monde. Enfin, il ne faut pas charrier, c'est quand même pas... C'est pas les États-Unis, n'ont rien à voir là-dedans. Hein. Non, mais tu sais bien, tu vas en Afrique, toi aussi, tu vois bien... quand même... Mais non, mais attends, puis d'autres études le montrent, etc. Tu as de moins en moins d'habitants de cette planète qui sont en état d'extrême pauvreté. Quand je dis c'est près d'1 milliard, oui, je crois que c'était 800 millions en 20 ans qui sont sortis de l'état d'extrême pauvreté. Donc ça va dans la bonne direction. Après, ce que tu me dis sur les inégalités, les gens qui gagnent des sommes folles, mais bien entendu, et tout ça, de toute façon, l'argent génère l'argent. On est d'accord là-dessus, c'est pas ça le sujet. Mais il y a une direction, mais ça, je parle pas de nous, là, on parlait de... Oui. Évidemment, c'est pas le sujet de la décadence, parce que c'est sur autre chose. Si, un peu. Non, parce que pendant qu'on est, nous, en décadence, il y a une partie du monde qui explose, c'est la vérité quand même, tu sais très bien. Il y a un modèle chinois, on trouvait ça très étrange, ce parti communiste qui se réunissait en congrès, c'était quand même très, très bizarre. Et puis on voit quand même qu'à l'arrivée, sur des années et des années, ça marche parce qu'effectivement, c'est une sorte de libéralisme fou, mais en même temps avec des directions, avec une sorte de planification. Enfin, les Chinois, eux, savent où ils vont. Franchement, les États-Unis, on n'a pas toujours ce sentiment-là chez eux. Oui, mais je veux dire, l'enrichissement de la classe politique mafieuse chinoise, celle qu'on voit dans les restos ou à Paris ou ou sortir des grands magasins avec les bras encombrés. Oui, ça, c'était il y a 2-3 ans, comme tu sais. Non, mais comme tu sais, c'est pas vrai, il y a quelques semaines. Non, mais il y a un énorme nettoyage, d'ailleurs, qui a coûté très cher à l'industrie française du luxe, qui a été vraiment en panne pendant 2-3 ans parce que justement, elle faisait plus ses affaires comme ça. Oui, la mafia russe, la mafia chinoise, qui sont les mafias constituées par les partis, les anciens partis marxistes-léninistes
pour l'Union soviétique ou l'ex-Union soviétique et les partis marxistes-léninistes, maoïstes encore aujourd'hui, sont les gens effectivement qui confisquent l'argent et qui confisquent les richesses. Ils sont extrêmement riches. Ils sont extrêmement riches. Et on voit bien d'ailleurs qui achète quoi et où et quand. Non, je pense que la paupérisation, elle va de pair avec le libéralisme et que la solidarité... Mais là, c'est pas de la paupérisation. Alors, c'est une dépaupérisation. Je continue. Et que la solidarité dont tu parles n'est pas naturelle. Les hommes ne sont pas naturellement solidaires. Et la solidarité, elle s'organise. Et théoriquement, quand la gauche était de gauche, elle avait le monopole de l'organisation de la solidarité. Ce qui n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était la gauche. Quand on me dit « mais pourquoi vous êtes encore de gauche, vous défendez ?» Mais je dis « parce qu'il y a une mystique de gauche. » Et qu'au XIXe siècle, c'est la gauche qui veut sortir les enfants des mines, pendant que la droite dit « mais on va tout de même pas sortir les enfants des mines parce qu'on va... » et qui parlait de chiffres à cette époque-là, en disant « mais on va plus être compétitif sur le marché du charbon européen ». C'était le discours que tenait la droite à l'époque, en disant « vous allez me laisser les enfants ici ». C'est pas le discours que je tiens. Non, je parle du 19e, je te fais pas l'insulte de dire que tu étais contemporain de cette époque-là. Mais juste, enfin, presque. Hein. Non, je parle de cette mystique de gauche en disant, parce que moi, je ne me reconnais pas ni chez Valls, ni chez tous ces gens-là, mais je dis c'est quand même la gauche qui a fait tout ce travail, qui a consisté à dire peut-être qu'effectivement on va cesser d'être compétitif, mais de toute façon les enfants c'est fait pour aller à l'école, c'est pas fait pour aller dans les mines. Et il se fait qu'on a sorti, grâce à la gauche, les enfants des mines et qu'on a vu que finalement on pouvait rester compétitif de manière européenne. Donc la gauche, ça reste dans l'histoire ceux qui ont organisé la solidarité sociale, parce que la droite dit la charité de temps en temps, juste pour nous soulager l'âme, mais sûrement pas la justice. Et je vois juste aujourd'hui que la gauche n'est plus capable d'organiser la solidarité, qu'on est dans une espèce d'assistanat qui n'est pas la solidarité. L'assistanat, c'est la privation de la dignité. Et je pense que le revenu universel... Mais bravo, parce que là, moi je trouve ça formidable tout ce que tu es en train de dire, parce que tu es en train de devenir libéral. On est en train d'assister à la conversion, mais bien entendu, puisque tu fais le procès d'un système qui vraiment, dans ses racines, et n'a rien de libéral, est anti-libéral. C'est cette espèce de machine à recycler de l'argent qui recycle rien, qui recycle de la pauvreté avec un coulage absolument considérable. Quand à 57% des dépenses publiques, tu sais comme moi, que c'est pour assurer la solidarité, et à l'arrivée, il n'y a pas de solidarité, parce qu'on ne sait pas où l'argent est passé, qu'est-ce qu'on fait de cet argent. La formation qui est confisquée par les syndicats, la formation professionnelle. Je suis d'accord. Tout le monde sait là, tout le monde le sait ici, c'est un fromage à syndicat. Elle n'est pas faite pour former les chômeurs qui en ont besoin, elle est faite pour engraisser un certain nombre enfin bon, voilà, ne soyons pas plus précis. Et puis, on peut prendre la liste comme ça de toutes ces choses qu'on fait. De toute façon, ça va nulle part. C'est-à-dire l'indemnité chômage telle qu'elle est conçue aujourd'hui, c'est vrai, on n'accompagne pas les gens non plus. On ne va pas faire le procès de Pôle emploi parce qu'il n'est plus à faire. Enfin, les faits sont tellement évidents. Ce serait 4-5 agences privées concurrentielles. Tu verrais que ça fonctionnerait. Je suis désolé de parler comme un libéral. Non, mais je pense que le revenu universel n'est pas une bonne chose, parce que l'égalité n'est pas l'égalitarisme. Je vois pourquoi Bernard Arnault aurait droit à la même somme que mon frère qui travaille dans une carrière à l'entretien du matériel. Il y a juste des riches et des pauvres, et je ne vois pas pourquoi les riches auraient droit à des subventions pendant que les pauvres n'auraient pas droit à ces subventions qu'on pourrait de toute façon augmenter si on ne les donnait pas à d'autres qui sont riches. Ouais. Donc je pense le souci est quand même toujours où s'arrête le problème du seuil sur une mesure comme ça. C'est vrai que c'est très compliqué philosophiquement. C'est extrêmement simple. À quel moment, à 50 € près, parce que c'est comme ça que ça marche, non. À 50 € près, à quel moment tu passes... de la pauvreté, tu sais, François Hollande avait dit, oui. Je crois que ça n'a pas forcément arrangé les affaires de Ségolène Royal. La pauvreté, quoi, a commencé au-dessous de 4 000 €. Oui, c'est ça. Oui, on est riche à partir de 4 000 €. Oui. Bon, il y a quand même un moment donné où on sait très bien que des parents ont les moyens de payer les études de leurs enfants, alors que des parents n'auront pas les moyens de payer les études de leurs enfants, qui vont prendre des prêts de 20 ou 25 000 €, alors qu'ils sortent du bac, qu'ils rentrent à l'école, qu'ils n'ont pas de boulot, qu'ils sont déjà endettés. On sait très bien quand même que ça, c'est déjà la pauvreté. Et qu'on ne va pas aller chercher des très pauvres ou des gens qui sortent du très pauvre pour rentrer dans le pauvre. Enfin, toutes ces catégories qui n'ont pas grand sens. Parce qu'effectivement, être riche ou être pauvre dans une société de consommation, ou être riche ou être pauvre en Chine, ou être riche ou être pauvre en Afrique, c'est-à-dire dans des endroits où il n'y a pas de quoi consommer, ça ne veut pas dire exactement la même chose. Donc tous ces fameux seuils de pauvreté, ces fameux seuils qui font que d'un seul coup, les gens sont passés de la très grande pauvreté à la pauvreté, qui nous permet de dire que le
néolibéralisme est une belle chose puisqu'ils ont changé et que effectivement ils ont augmenté peut-être d'1 $ par jour. Ils vivent avec 2 $ et d'un seul coup ils vont vivre avec 3. On dit vous voyez, ils ont augmenté de 50% leur pouvoir d'achat. Sauf que qu'est-ce qu'on fait avec 3 $ quand en plus de ça on vit dans un pays où il n'y a rien à acheter, il n'y a rien à consommer, juste des choses pour subvenir à ses besoins, c'est-à-dire manger, se loger ou ce genre de choses. La pauvreté, c'est aussi en relation avec la société dans laquelle on se trouve. Moi, mon père était pauvre parce qu'il ne gagnait pas d'argent comme ouvrier agricole, mais il était riche parce que de toute façon, il ne consommait rien. Et il n'avait pas besoin de plus que l'argent qu'on lui donnait et qui était très peu. Donc la richesse et la pauvreté, c'était un certain type de rapport à l'argent. Ce n'est pas un certain type de rapport à la possession de l'argent. Ce n'est pas un rapport à la quantité d'argent, c'est un rapport qualitatif à l'argent. Et on voit bien qu'aujourd'hui, dans une société comme la nôtre, où il faut acheter des nouveaux vêtements, des nouvelles voitures, des nouveaux téléphones, des nouveaux ordinateurs, où on organise l'obsolescence programmée, on programme du moins l'obsolescence d'objets en disant, à un moment donné, vous allez bien être obligé de... Moi, je vois bien, mon iPhone, il commence à donner des signes de fatigue. Tiens, le mien aussi. Oui, parce que l'iPhone 7 est là tout près en disant, allez, changez, il y a quelqu'un qui nous appelle et qui nous dit, voilà, machin télécom, on voudrait revoir un petit peu votre abonnement. On dit, tiens, c'est drôle, ça commence à foirer. On m'appelle en me disant si je veux changer d'abonnement que c'est facile, que j'ai un certain nombre de points et que si j'ajoute un petit peu d'argent, je peux accéder à l'iPhone 7, puis etc., etc. Et puis on voit bien à un certain moment donné que si on dit ah non, moi à un moment donné je dis mais attendez, mon téléphone pour moi c'est pas un grille-pain, ça me permet de téléphoner, donc tant que ça téléphone, voilà. Puis à un moment donné on me dit bah oui mais là c'est plus compatible. Si vous voulez vraiment mettre à jour les logiciels de votre ordinateur, ça marche plus, alors il faut acheter des nouveaux logiciels ou acheter un nouvel ordinateur ou ce genre de choses. Donc alors bon ça va, j'ai les moyens de faire ce genre de choses là en pestant et en disant bon voilà, mais des gens n'ont pas les moyens de ça et ils sont pauvres en ce sens. Peu importe ce qu'ils gagnent, ils sont pauvres quand effectivement ils sont dans un rapport à l'argent qui leur supprime leur dignité. Même si hélas la dignité devrait être ailleurs. Mais je veux dire que on a un tel matraquage massif. Enfin, c'est un pléonasme, je parle comme un journaliste, mais un tel matraquage de libéral, en plus. Presque, oui. Pléonasme, pour le coup. C'est encore pire. Ah non, les journalistes sont gauchistes. Autrefois, gauchistes ils étaient socialistes, libéraux. Gauchistes tous de gauche. Bon, maintenant, ils sont plutôt gauchistes, tu lis pas la presse. Non, il y en a une que je ne lis plus. Non. La fachosphère de gauche, là, Libé, Le Monde, le L'Obs, etc. Ah non, si tu lis pas cette presse-là, évidemment, tu n'es pas au courant. Ça, c'est la gauche, ça. Ça, c'est la gauche libérale. Pas libéral, non. Pas tiens, tu rigoles. Non, c'est terriblement gauchi la presse. Tes copains, Laurent Geoffrin. C'est terriblement gauchi la presse. Bernard-Henri Lévy. Terriblement gauchi. Alors là, c'est un sujet qui est intéressant parce qu'on touche l'identité française. Parce que vous avez bien compris que Michel Onfray est égalitariste. Et moi, je pense, oui, un peu quand même. Tu as raison, moi aussi, je suis pour l'égalité, de toute façon. Mais évidemment, l'égalité peut poser des problèmes quand on essaie d'aller au bout du système de l'égalité. C'est notre ami Tocqueville, qui est en train de devenir un ami commun d'ailleurs, qui explique que vraiment la France, elle se définit comme ça, par ce désir, par ce souci, cette volonté d'égalité. Et c'est vrai que cette égalité, cet égalitarisme que nous développons sur à peu près tous les sujets, il fabrique aussi l'inégalité. Là, le phénomène le plus extraordinaire, c'est quand même l'école. Parce que là, maintenant, tout est là, qui le montre et qui le démontre, que nous avons un système, un système éducatif qui fabrique de l'inégalité à tir-larigot. Aujourd'hui, les rapports de l'OCDE sortent les uns après les autres. Ils sont absolument accablants pour la France. Accablants. Et tu vois, moi, c'est pas pour retourner le couteau dans ta plaie, mais des pays très libéraux, comme, enfin pas si libéraux que ça d'ailleurs, mais enfin plus libéraux que nous, ce qui n'est pas difficile, comme l'Allemagne, qu'on ne peut pas qualifier de communisme mou, puisque les dépenses publiques sont au-dessous de 50% du PIB, je crois que c'est autour de 40, entre 30 et 40. Des pays comme ça, par exemple en Allemagne, au début d'une carrière, un prof est payé double. Aux États-Unis, l'affreux pays ultralibéral, un prof, il a un tiers de plus en début de carrière qu'en France. C'est-à-dire nous, et en même temps, on est un des pays qui dépense le plus pour l'enseignement. Où va l'argent? C'est toujours la même histoire. Où va l'argent? Non, je pense que le problème de l'école, c'est pas tant l'argent que la pédagogie. Non, visiblement, ça peut pas être le cas, vu ce qu'on met dedans. Non, mais on peut et tout ça avec un objectif clair qui est l'inégalité. Et à l'arrivée, tu n'as pas d'égalité. Alors moi, je ne veux pas te reprendre sur les mots, mais je ne suis pas égalitariste. Mais non, mais le collège égalitaire, unique, oui, mais pas égalitariste. Parce que l'égalitarisme, le collège unique, c'est l'égalitarisme. Moi, je suis contre le collège unique. Oui, évidemment, tu es normal.
Bah non, mais je veux dire que moi je vois bien qu'il y a des enfants. Enfin, moi j'étais prof dans un lycée et pendant 20 ans et j'ai bien vu que quand je faisais le cours de méthodologie, par exemple, un cours un peu technique, on explique comment on fait la dissertation, la problématique, comment on la construit, ce que c'est qu'un paragraphe, ça aurait dû être enseigné, mais enfin ça l'était pas, ce que c'est qu'une transition, etc. Donc je faisais un cours bon après on lançait un devoir et il y a des gens qui me rendaient un devoir impeccable. Et puis des gens qui comprenaient rien à ce que j'avais dit. Et je me disais, j'ai pourtant fait le même cours, puisqu'il y en a qui ont compris et qui m'ont fait un bon devoir, et d'autres qui n'ont pas compris. Donc je reprenais. Et bien évidemment, certains disaient, on a déjà compris, nous. Et puis je reprenais une troisième fois. Puis à un moment donné, les autres disaient, on est un peu plus nombreux déjà encore à avoir compris, mais on fait comment? Donc évidemment, il faut des classes de niveau. Parce qu'il faut être plus près des enfants qui ont des difficultés et savoir que ceux qui vont vite, il faut entretenir ceux qui vont vite. Moi, j'ai fait partie, j'ai eu un an d'avance à l'école parce que j'étais dans une classe où il y avait 3 niveaux. Et l'institut faisait classe à 3 niveaux dans le même volume, dans le même espace. Puis à un moment donné, il m'a dit, toi tu viens ici et maintenant tu fais partie du... J'ai sauté le CE1 je crois bien. Et il m'a dit, si ça marche, voilà, si ça marche pas, tu redescendras en CE1 et puis voilà. Puis j'ai gardé un an d'avance. Ça ne veut pas dire grand-chose d'avoir un an d'avance, mais il y avait juste une possibilité de dire, on va faire fonctionner cette cervelle avec la vitesse qui est la sienne. Et éventuellement, si la vitesse est petite, eh bien, on va entretenir cette petite vitesse pour qu'elle devienne plus grande, parce qu'on aura une pédagogie adaptée. C'est ça qu'il faut faire. Et en ce sens, le collège unique consiste à dire tout le monde est semblable, parce qu'effectivement, c'est une perversion issue de la Révolution française. C'est-à-dire que quand la Révolution française déclare l'égalité, elle déclare l'égalité devant la loi. Les hommes naissent libres et égaux en droit, c'est-à-dire en droit devant la loi. Et aujourd'hui, on nous dit ah non, ils sont égaux en tout. Il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes, d'où la théorie du genre. Il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas de gens qui ont une intelligence manuelle pendant que d'autres auraient une intelligence pratique, intellectuelle, visuelle, olfactive, je ne sais quoi. Non, on est tous absolument semblables. En ce sens, ça, c'est l'égalitarisme. Et je ne suis pas un égalitariste. Un égalitaire, oui, c'est-à-dire quelqu'un qui dit on doit pouvoir effectivement être dans donner les mêmes chances aux gens, c'est ça l'égalité. Ça les mêmes chances, considérer que tout le monde est égal, c'est considérer que chacun doit avoir les mêmes chances. Non, parce que là, les mêmes chances, c'est de dire vous avez tous les mêmes chances de courir le 100 mètres, mais il y a des cul-de-jatte, il y a des unijambistes, il y a des enfants dans les langes. Non. Ah oui, vous avez tous la même chance de vous déployer, de vous réinventer dans une branche différente. Il faut que les classes aient moins d'enfants, que les pédagogues, que les instituteurs, j'aime bien le mot instituteur, professeur des écoles, enfin, je veux dire, que les instituteurs aient la possibilité d'être derrière chacun et de conduire chacun de là où il est à un petit peu plus loin, un petit peu plus au-dessus. Donc c'est pas tant une question de moyens. C'est pas tant une question d'argent, c'est une question justement de projet politique pédagogique. On n'a pas de projet politique. Ou alors là, celui qu'on voit actuellement avec Najat Vallaud-Belkacem, c'est terrible. J'ai eu l'occasion il y a quelques temps de parler avec une documentaliste qui m'expliquait comment ça se passait il était avec son fils, comment ça se passait dans le lycée et comment ça fonctionnait l'école. Mais c'est terrible ce que je découvre. C'est terrible. C'est-à-dire qu'on est en train de détruire tout ce qui restait et c'était pas extraordinaire. Et ça, c'est pas une question de moyens. C'est une question de volonté politique. C'est une question de décision. Et je ne veux pas avoir à choisir, enfin, je ne choisis pas plutôt, je ne choisis pas entre cette gauche qui va à volo en disant tout et n'importe quoi sous prétexte de pédagogisme, et puis Marine Le Pen et quelques autres qui nous disent on revient à l'instituteur avec la blouse grise, et puis ce que j'ai connu, moi, c'est-à-dire l'inspection des oreilles, si on a les oreilles propres ou les oreilles sales, et on se prenait une gifle si on n'avait pas les oreilles très propres. C'était pas si mal. Non, mais quand on rentrait chez soi, on s'en reprenait une, parce qu'on avait les oreilles sales, quoi. Aujourd'hui, on porte plainte. D'abord, l'institut ne le fait plus, mais on porte plainte. L'institut va en prison, et puis il est rééduqué, et puis etc., etc. Non, je pense qu'il faut dire à nouveau, l'instituteur, le pédagogue, l'enseignant doivent être... Il y a 7 réacs dans cette... On m'avait dit beaucoup plus. Je pensais qu'il y en aurait plus. Ouais, Monsieur le maire, alors. C'est marrant. Mais ça suppose un projet politique hein, qui n'existe pas. Et quand j'ai dit à un moment donné sur mon compte Twitter, ce serait bien qu'à l'école on apprenne à lire, à écrire, à compter, à penser avant d'apprendre le tri sélectif, je rentrais dans la fachosphère pour Libération, etc. etc. Enfin, le tri sélectif, c'est important quand même. Attends, c'est important. Non, c'est important. Là, c'est un peu démago. Il y a beaucoup d'anti-écolos. Beaucoup d'écolos, là. Non, d'anti-écolos. Je ne sais pas qui on applaudit. Je crois que c'est les anti-écolos qu'on applaudit. Non, mais je ne suis pas contre. Il y avait l'autre jour Jean-Michel Jarre, qui est aussi jeune et beau que toi. Je me suis dit, mais je pensais qu'il était beaucoup plus âgé que ça. Mais en fait, il est bien conservé. Et il était sur une chaîne de... Il faut que je change de teinture, ça ne marche pas.
Et il disait, peut mais être- aujourd'hui, à l'école, on apprend d'abord le tri sélectif et le respect de la nature avant de lire et écrire. Et il dit, et c'est très bien, disait-il. Et je me suis dit, mais c'est ça qui est terrible. Le problème, c'est pas d'opposer l'un à l'autre, je le fais de manière un peu Voilà, c'est polémique, ça, voilà. mais je dis, si vraiment il faut une priorité, d'abord, lire, écrire, compter, penser. Et puis après, on peut apprendre que effectivement, si on est un garçon, on peut devenir une fille. Si on est une fille, on peut devenir un garçon. Qu'il ne faut pas acheter le papier dans le truc à plastique et le plastique dans le truc à papier. Et que notre mère nature se venge quand on est méchant avec elle. Et qu'il faut donc pas tirer toujours la chasse d'eau quand on fait pipi parce qu'il faut économiser l'eau de la planète. Je veux bien que Bah oui, c'est l'école... bien aussi. Tu tires la chasse d'eau, je t'ai entendu, toi. Donc... ça peut s'apprendre éventuellement ailleurs qu'à l'école. Je veux dire, l'école elle fait de l'instruction publique, elle fait pas de Ben oui, sauf que les l'éducation parents ne le politique. font pas, donc il faut que c'est à l'école de le faire. Ben, les parents n'apprennent pas non plus à lire, à écrire, à compter, à penser. Et voilà pourquoi Ouais. des gamins de 17 ans égorgent des prêtres en pensant qu'ils vont aller au paradis. C'est aussi ça le problème. C'est-à-dire que quand l'éducation nationale a failli à ce point qu'elle a produit des enfants, je dis des enfants, mais je veux dire, des jeunes garçons de 17-18 ans qui pensent vraiment qu'en égorgeant un prêtre pendant la messe, ils vont accéder au paradis, qu'ils font une bonne chose et qu'ils disposeront de vierges ad libitum, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé pour que des gens souscrivent à cette pensée magique? On n'a pas fait le travail dans l'école. Si effectivement on a fabriqué des gamins qui croient aux tables tournantes, qui croient au complotisme, qui croient à tout et le contraire de tout, qui pensent que le virtuel est plus réel que le réel, je me dis mais l'école n'a pas fait son travail quand effectivement elle a si peu éduqué à la raison. La raison consiste à dire, on peut croire en Dieu, je veux bien, hein, mais pas forcément dans les configurations d'un Dieu qui nous dirait égorger, et ça me fait plaisir à chaque fois que vous m'égorgez quelqu'un, ou de penser que porter un burkini est agréable à Dieu. Qu'est-ce qu'on a dans la tête? Moi, je suis pour le burkini. Je me dis, si vraiment c'est ça le problème, je dis toujours le problème, c'est pas ce qu'on a sur la tête, c'est ce qu'on a dans la tête. Et c'est plutôt ça qui est problématique. Mais je dis, mais que des femmes puissent imaginer qu'en portant un burkini, elles sont agréables à Dieu, ou qu'on puisse se dire, si je mange Oui, du... mais tu crois que c'est vraiment le problème? C'est un problème. Non, non, si, c'est pas pour ça. Non, si, non, non. c'est le problème de la L'explosion déraison. de burkinis cette année, c'était dû à, comment dire, la Non, conjoncture politique, sociale. C'est des femmes qui voulaient protester. C'était une opération, comment dire, salafiste. oui, Voilà, après, une opération. bien sûr. Je sais pas. Mais Faut pas déjà, être dupe totalement. non, mais pense pas moi, j'essaie de voir ce qui se passe dans la tête de gens qui Ouais, pensent ouais, comme ça, ouais. qui sont des produits de l'éducation nationale française Ouais. et qui sont capables de souscrire à ce genre de bêtises. Je me dis, on n'a pas fait son travail. Moi, mon père était ouvrier agricole, il est sorti de bonne heure de l'école, mais il faisait fonctionner sa raison et son intelligence juste quand on lui donnait 2 ou 3 informations. Il dit, mais ça peut pas être possible, parce que si c'est comme ça, alors ce serait pas comme ça, donc ça peut pas être comme ça. Puis on se dit, bah évidemment, il a raison, quoi. Ça, c'était appris à l'école. On défaisait un raisonnement, on faisait un raisonnement, on construisait, on déconstruisait. Aujourd'hui, on ne fait plus ce genre de travail, au point qu'effectivement, on a des espèces d'éponges à la place des cerveaux, et puis dans ces éponges-là, on a ce que racontent les médias dominants, la télévision, ce genre de choses. Que Cyril Hanouna soit possible est quelque chose qui dépasse mon entendement. Mais non, mais... Et vous allez voir, il a l'esprit de contradiction, il va défendre Hanouna. Oh non. C'est slip et c'est nouilles. Non, 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 non. Et on est en plein dans l'identité française, là, complètement, hein, Cyril Hanouna. Peut-être qu'on peut répondre aux questions de la salle. Qu'est-ce qu'on pense? Juste une chose, on a démarré sur la question de l'histoire, que... et je pense, j'ai enregistré une émission là, il y a quelques jours, là, la chaîne Histoire. Et un petit peu avant... Avec Patrick Buisson? Le fils. Ah bon. Son fils. Et Jean-François Colissimo, qui est le patron des éditions du Cerf. Et ils me disent, on parlait de l'histoire et on faisait l'éloge. Alors ils m'ont demandé de faire une petite pub pour la chaîne Histoire. Je veux bien parce que c'est une chaîne que je regarde volontiers. Celle-là et l'autre, toute l'histoire, qui sont de. Alors il y a beaucoup de. C'est souvent Adolf Hitler, ouais. Mais il y a des choses très intéressantes. Et je dis effectivement que soit l'un des signes du nihilisme, soit indépendamment de cette perspective de la décadence, il y a effectivement dans le refus de l'histoire quelque chose qui me sidère. Ouais. Alors, je reste un homme de gauche, mais je me dis effectivement que la droite a plus le sens de l'histoire que la gauche, qui elle a plus le sens de l'idéologie. La droite a le souci de l'histoire parce qu'elle a le souci du réel. Le réel, l'identité aussi. Alors justement, sur la question de l'identité, puisque c'est à ça que je voulais parvenir, ouais. Voilà, c'est la question de l'histoire. Qu'est-ce qu'on fait de l'histoire? Elle existe ou elle n'existe pas? Et on a une tradition chez les philosophes de mépris de l'histoire. Même quand on prétend avoir le souci de l'histoire. Les marxistes qui prétendaient avoir le souci de l'histoire n'avaient que le souci de la dialectique hegelienne, du concept, etc. C'est-à-dire que chez Marx, le prolétariat, c'est un concept.
Le prolétaire, c'est un P majuscule, c'est un concept. Il ne sait pas ce que c'est le prolétaire, Marx. Proudhon, lui, sait ce que c'est qu'un prolétaire. D'abord parce qu'il l'a été, et puis parce que son père l'était, et qu'il pense à partir du réel. Et je me dis, le réel a été effacé. On efface aujourd'hui le réel. La théorie du genre, parce qu'il y a une théorie du genre, je veux bien qu'on nous dise les études du genre, alors on va parler des études du genre, mais les études du genre disent un certain nombre de choses qui constituent une théorie du genre. Et la fameuse théorie du genre nous dit que nous sommes des archives, et que nous ne sommes pas une biologie. Je dis souvent que le cancer de la prostate chez les femmes est assez rare et que le cancer des ovaires chez les hommes est encore plus rare. Parce que on me dit oui, mais je dis mais la biologie ça existe, la physiologie ça existe, la testostérone, les oestrogènes ça existe, c'est de la biologie, c'est de la physiologie. Et la preuve en est que quand j'ai rencontré quelqu'un qui est endocrinologue l'autre jour et qui travaille avec des transsexuels, des transgenres, enfin des gens qui viennent et qui veulent changer de sexe. Et comment on opère les changements de sexe? Avec des hormones. C'est-à-dire que même ces gens qui nous disent il n'y a que du genre, il n'y a pas de nature, se font faire des injections d'une substance qui est à l'état naturel comme on le sait dans les corps, pour devenir homme ou pour devenir femme, pour changer de sexe. Donc je dis mais soyez cohérents. Il y a effectivement une biologie, et la biologie c'est rien moins que l'histoire. Et c'est parce qu'il n'y a pas d'histoire qu'on est dans des logiques à la Foucault, du genre nous ne sommes que des archives. Et la théorie du genre, c'est le produit de Foucault, de Deleuze, de Derrida sur les campus américains, de Judith Butler, elle-même homosexuelle, et qui, à partir de son problème biographique, mais ça c'est ce que dit Nietzsche, la philosophie n'est jamais qu'une biographie, qu'une confession, nous fait savoir que son problème, c'est le problème de tout le monde. C'est le même problème avec Freud. Hein. C'est-à-dire on universalise son propre problème en nous disant « moi j'ai un problème de genre, donc tout le monde a un problème de genre ». Et si vous vous sentez homme parce que vous avez de la testostérone et que ce n'est pas pour autant que vous allez mépriser les femmes, eh bien vous vous trompez parce que vous êtes une victime du sexisme. Et je dis, mais faisons juste de l'histoire. On ne s'en sort pas en insultant les gens, en disant sexiste, phallocrate, misogyne ou tout ce qu'on veut, juste quand on dit, mais revenons à l'histoire. Et quand aujourd'hui Sarkozy parle des Gaulois, il dit quelque chose d'intéressant, parce qu'il soulève un lièvre, parce qu'effectivement, l'est-on ou l'est-on pas gaulois? Qu'est-ce que ça veut dire, nos ancêtres les Gaulois, quand on enseigne ça à des enfants français au Maghreb, au temps de l'Algérie française? Et les gamins, ils disent je ne suis pas gaulois, moi, ça n'a pas de sens. Alors après, on dit oui, mais être gaulois, c'est une façon d'être, c'est une façon de faire, c'est une mythologie, ça suppose l'adhésion à un récit national. Mais le récit national ne doit pas être un récit nationaliste, qui ne doit pas non plus être une mythologie. Si on explique qu'il y a eu dans nos ancêtres des Gaulois, et moi mes ancêtres ont été vikings, donc pas gaulois, mais qu'il y en a eu d'autres, et on va reparler de la question de la civilisation, et que tant qu'il y a eu dans cet espace judéo-chrétien des circulations judéo-chrétiennes, que les Vikings arrivent en Normandie, que les Espagnols arrivent en France, que les Italiens partent en France. N'oublie pas les Sarrasins. Ah ben, je vais y arriver. Même souvent, et qu'effectivement, il n'y a pas eu plus de problème que ça. Parce qu'un catholique, un rital catholique ou un espagnol catholique qui arrive en France, ça pose des problèmes, mais pas si important que ça. En revanche, à partir du moment où les fameux Sarrasins arrivent, on voit bien que ça pose des problèmes. Parce qu'effectivement, ce sont deux civilisations qui ne sont pas les mêmes, qui ne coïncident pas, qui ne pensent pas la même chose sur les mêmes sujets, même s'ils sont tous les deux d'accord pour qu'il y ait un seul Dieu. Il n'empêche que le statut de la femme, c'est pas la même chose. Le statut de celui qui n'est pas de l'autre, pour le dire dans un vocabulaire d'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Le statut de tout ce qu'on voudra, on sait bien qu'il y a de la misogynie, de la phallocratie, etc. Et que la philosophie des Lumières, la Révolution française a rendu possible chez nous une pensée qui est quand même nettement plus acceptable, même s'il y a encore beaucoup à faire pour que les femmes s'en sortent mieux que les hommes, ou aussi bien. Et il n'empêche qu'effectivement, on voit bien qu'il y a un problème avec l'arrivée des fameux Sarrasins jusqu'à Poitiers. Alors il y a des négationnistes, là aussi, sur ce sujet-là, qui nous disent d'abord il n'y a pas eu de bataille, puis ça n'a pas eu lieu, et puis les Arabes un matin, ils sont partis se faire prendre une pâtée, mais en fait ils sont arrivés, ils étaient partis, ils n'étaient plus là, donc il n'y a jamais eu de bataille de Poitiers, etc. Et Charles Martel, c'est pareil, c'est une espèce de fiction, mais non, ça a eu lieu. Et puis ils sont partis. Ils sont revenus après. Ils sont revenus. On dit toujours qu'ils sont partis après, c'est pas vrai. Non, encore un siècle après, ils revenaient de temps en temps. Et ils tenaient Narbonne, ils ont tenu très longtemps Narbonne. Absolument. Une petite capitale. Et il faut aujourd'hui faire de l'histoire. Quand on nous dit dans le politiquement correct, par exemple, que l'Occident ne serait pas ce qu'il est sans les Arabes, sans les musulmans, parce que c'est à eux, pour prendre le problème de la philosophie, qu'on devrait, du moins, le passage des textes de la philosophie antique, grecque, la plupart du temps Aristote, au latin, chez nous. Et en fait, ils auraient fait des traductions en arabe. Ça n'est pas vrai. Si on fait de l'histoire, ça c'est de l'idéologie.
Ça n'est pas vrai qu'effectivement, que l'Occident devrait son savoir à la médiation d'Arabes musulmans. Il y a quelqu'un que tu as lu, mais qui s'appelle Sylvain Guggenheim, qui a fait un très beau livre qui s'appelle Aristote au Mont-Saint-Michel. Et moi, il m'a appris ces choses-là. C'est une histoire incroyable, d'ailleurs. Extraordinaire. Et moi, je ne savais pas ça avant de le lire, mais je vous conseille. L'histoire du livre est incroyable. Alors, il s'est fait insulter dans toute la presse bobo de gauche, parce que les négationnistes ont trouvé leur historien, etc. Sa thèse, elle est extrêmement simple. Il dit, mais la personne qui fait les traductions du grec au latin, en faisant l'économie de l'arabe, est un chrétien syriaque. C'est un arabe, mais chrétien. Alors, comme pour les gens, un arabe, c'est un musulman, on dit, c'est un arabe musulman. Non, c'est un arabe chrétien syriaque. Jean de Venise, XIIe siècle, au Mont-Saint-Michel. Il effectue ses travaux de traduction, et à partir de ces travaux de traduction, toute la philosophie scolastique peut avoir lieu. C'est la lecture, c'est la traduction que lit saint Thomas d'Aquin. Le thomisme, c'est essentiel pour l'Occident, la philosophie de saint Thomas d'Aquin. Donc ça, c'est faire de l'histoire. Si on fait de l'idéologie, on dit mais ils sont là depuis toujours et on n'a pas de racines chrétiennes, les musulmans ont joué un rôle majeur, la preuve, sans eux, on n'aurait pas eu connaissance de la philosophie occidentale, et la philosophie judéo-grecque, elle a constitué notre identité, etc. C'est pas vrai. Moi, je veux bien, si c'était le cas, je le dirais, mais c'est pas vrai. Quand on nous dit Cordoue, Grenade, le califat était extraordinaire, etc., c'est pas vrai. Il y avait la dimitude. La dimitude, c'est ce qui fait qu'on a le droit d'exister, mais si on paye un impôt, et si on commence à manifester sa présence ou sa subjectivité, on s'en prend un coup derrière la tête. C'est-à-dire que sous ce fameux régime, les chrétiens n'avaient pas le droit de chevaucher des chevaux. Ils n'avaient pas le droit de monter des chevaux qui étaient réservés aux Arabes. Donc des ânes, des mulets, si on voulait, etc. Donc il faut faire de l'histoire. Et quand on fait de l'histoire, évidemment, je dis ça, Libération, s'il y a un journaliste de Libération ici, je vais avoir une encore demain. Appelle ton copain Geoffrin pour qu'il se retienne. Mais juste parce qu'on fait de l'histoire. Et je dis, si on fait de l'histoire, alors on peut constituer une identité de la France. Et pas de l'idéologie, mais juste de dire, voilà ce qu'est la France. Un mélange, un melting pot. Tout le monde revient de partout, etc. Moi, je me suis fait faire une analyse ADN, parce qu'on peut faire ça aux États-Unis. Tu te badigeonnes l'intérieur de la joue et puis tu envoies ton badigeon dans un tube à essai, tu envoies ça aux États-Unis et tu mets pas ton nom, tu es juste un numéro. Puis un jour, tu reçois ton analyse et on te dit d'où tu viens. Si tu es un homo sapiens, par où tu es arrivé, de quel endroit d'Afrique, etc. Puis après, on a tout le trajet qui permet de savoir si on a vécu un certain temps, en Europe, enfin les ancêtres en Europe centrale, si on est saxon, si on est celte, si on est juif, etc. Et tout ça est dit. Dorothée qui est avec moi a fait la même chose pour elle et elle a son trajet aussi avec juste un badigeon passé comme ça dans l'intérieur de sa joue. Si on dit ça, on passe pour un fasciste. La génétique, la biologie, le racial, etc. Mais il y a des juifs aujourd'hui qui ont recours à cette méthode-là pour prouver leur judéité. Donc je veux bien qu'on soit raciste, mais là aussi, on refuse l'histoire parce qu'on refuse la biologie, parce qu'on refuse la génétique, parce qu'on refuse l'archéologie, parce qu'on refuse et toutes ces choses-là. Et le signe de la décadence, pour moi, c'est le signe du refus de l'histoire. Et longtemps, la France s'est constituée, à partir de ça, elle faisait l'histoire et elle faisait de l'histoire.